C'est mon honneur et mon privilège d'accueillir le général Ayer au KCIS 2022. Le cliché est qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être présentés et le chef d'état-major de la Défense du Canada est l'une de ces personnes. Et donc, je ne le présenterai pas de cette façon-là, mais je voulais profiter de l'occasion pour remercier le général Ayer parce qu'avec les années, il a été quelqu'un qui a appuyé énormément KCIS. C'est maintenant sa 4e apparence à notre conférence et je voulais dire au nom du directeur du Centre pour la politique de défense internationale, Hugh Segal, et je peux parler au nom des autres partenaires du consortium de Kingston sur la sécurité internationale pour simplement dire que nous apprécions énormément l'appui soutenu du général Orr à différents titres et plus récemment comme chef de l'état-major de la Défense qu'il a eu pour cette conférence. Et ceci dit, accueillons le général Ayer au podium pour la 4e fois. Merci, merci. Alors, merci pour cette généreuse introduction. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais débuter en reconnaissant que les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui sont les territoires traditionnels des Anishinaabe, des Haudenosaunee et des Hurons-Wendat. Et je veux vous remercier à nouveau de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui et j'ai bien hâte de venir à cette assemblée à tous les ans. Et j'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions. C'est toujours stimulant. J'aimerais féliciter nos partenaires du KCIS, le Center for International and Defense Policy à Queens, le Centre de formation de l'armée sur la doctrine, l'Institut des études stratégiques et le US Army War College et le NATO Defense College et tous les organisateurs qui ont tout mis sur pied ici aujourd'hui. À tous les ans, cet événement réunit un groupe très diversifié de gens, des militaires, des civils, des gens des universités, des étudiants et des gens de l'industrie qui partagent un souhait commun, c'est-à-dire la sécurité des gens au Canada et la force et stabilité de nos alliances essentielles. La conservation et la promotion de l'ordre international fondé sur les règles qui a contribué à notre paix et sécurité dans le temps. Beaucoup a changé depuis l'an dernier. Beaucoup a changé dans l'ordre international fondé sur les règles et cet ordre est plus fragile que jamais. Donc, cette conférence brise les silos, nous donne un silo où on peut partager nos meilleures idées sur les préoccupations de l'époque. Ce genre d'intégration est essentiel à nos efforts collectifs pour maintenir la stabilité et la sécurité, de même que la paix et la prospérité. Et ça va devenir encore plus important à l'avenir lorsque la situation sécuritaire du monde se dégrade et que nos défis deviennent plus difficiles. Nous avons dit à répétition, mais ça mérite d'être répété, que notre monde est volatile et dangereux. Et d'autant plus depuis la chute de l'Union soviétique et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les concurrents cherchent à obtenir de l'influence et se battent pour cet ordre international qui a été le pilier de la stabilité et de la sécurité mondiale et qui a contribué à la paix en Europe depuis 1945. L'attaque illégale, non justifiée, invasion de l'Ukraine et la position de plus en plus agressive de la Chine en Indo-Pacifique sont des exemples. Mais il y a d'autres acteurs, à la fois étatiques et non étatiques, qui visent leurs objectifs géopolitiques dans la zone grise qui existe en deçà du seuil du conflit armé, y compris l'influence politique, l'espionnage et la désinformation. La distance relative et l'isolement géographique dans le Canada bénéficient pendant si longtemps n'offrent
plus les mêmes avantages défensifs qu'autrefois. Et nous devons être prêts à affronter des adversaires et des concurrents non seulement en mer, sur terre et dans l'air, mais aussi en ligne, dans l'espace, dans le domaine de l'information et probablement dans l'autre domaine encore à venir au cours des prochaines années. Les changements démographiques, la migration massive, les conflits culturels et la polarisation politique déchirent la cohésion sociale dans de nombreux pays. And climate change, perhaps the Et le ultimate changement climatique, peut-être le plus grand perturbateur, risque de nous affecter tous. Comme toujours, le thème de la conférence cette année est approprié et son contenu est urgent parce que toutes ces préoccupations se chevauchent et sont en jeu dans l'article. Nous avons dit à la conférence l'an dernier qu'il est très clair que lorsque nous pensons à ce que ça signifie de défendre le Canada et les Canadiens, il faut prendre en compte les déploiements domestiques requis de nos forces armées. Il devient très clair aussi que défendre le Canada et les Canadiens exige un engagement fort pour maintenir la souveraineté du Canada dans l'Arctique et de maintenir la sécurité et la stabilité de toute la région circumpolaire. Tout ceci était central aux discussions l'été dernier, au mois d'août, à St. John's, quand j'ai accueilli mes vis-à-vis des autres pays de l'Arctique pour la première rencontre des chefs de l'Arctique depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Il y avait des chefs de la défense de tous les pays et nos vis-à-vis suédois étaient là en esprit, invités, mais n'a pas pu se présenter. Pour des raisons évidentes, la Russie n'a même pas été invitée. En cette époque où l'Arctique devient de plus en plus important et sa stabilité et sa sécurité plus vitales et où les besoins pour chaque pays concerné de travailler ensemble deviennent encore plus grands, la Russie a choisi de se retirer de la table des nations. C'est fut néanmoins une rencontre très productive. Nous avons décidé de nous réunir à nouveau de façon régulière et de continuer à faire avancer notre engagement conjoint à la collaboration et coopération et au partage d'informations dans la région. L'Arctique est très loin des lieux du pouvoir, loin des capitales du monde. Mais ne vous trompez pas, c'est une région d'importance géopolitique croissante et une arène de concurrence stratégique. Nous savons que la Russie voit la Russie comme essentielle à sa sécurité et à ses intérêts économiques. Ils ont déjà la plus grande présence militaire dans le Nord, qui est en croissante à la fois en capacité offensive et défensive. Bien sûr, c'est troublant, compte tenu de son mépris pour la paix, pour l'ordre et la protection des frontières de ses voisins. Sa guerre illégale en Ukraine a des conséquences importantes en Arctique. La Finlande et la Suède qui se joignent à l'OTAN vont affecter la géopolitique de la région. Il va améliorer le flanc nord de l'OTAN. Il est facile de diriger toute notre attention sur la Russie compte tenu de la guerre actuelle en Ukraine. Mais le défi de la Chine est important, probablement à plus long terme, et ça va être une préoccupation pendant très longtemps. La Chine s'est déclarée comme étant une nation du proche Arctique. Il a ses propres ambitions dans le Nord, surtout en utilisant la voie maritime du Nord pour sa vision de la voie de la soie du Nord. Dans notre rencontre à St. John's, nous avons conclu que la Russie veut se battre contre l'ordre mondial et le perturber pour changer cet ordre à son avantage. Par la Chine appuie l'avancement de ses objectifs militaires et stratégiques et vice-versa. D'autres États ont également exprimé un intérêt accru pour l'Arctique. Par exemple, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie. Ce sont tous des alliés et des partenaires, mais ça ne change pas le fait
que plus il y a d'intérêt pour l'Arctique, plus la politique de la région, les politiques de la région deviennent complexes. Les intérêts géopolitiques croissants en Arctique sont mus par les effets du changement climatique et un meilleur accès aux routes maritimes et aux ressources naturelles. Si nous améliorons l'accès, il y en a une partie qui est avérée, d'autres est plus perpétuelle. Par exemple, le passage du Nord-Ouest est passable. Euh, Certains de nos navires n'ont navigué l'an dernier, mais compte tenu des conditions de glace variables, la saison courte et le manque d'infrastructures, entre autres, il est peu probable de devenir une voie maritime viable avant la deuxième moitié du siècle. Mais malgré tout, nous allons continuer à avoir davantage d'activités dans le Nord à des fins commerciales, scientifiques et même de plus en plus à des fins de tourisme. Avec davantage d'activités, il y a davantage de risques d'accidents, de mauvais calculs et d'escalade et davantage de demandes sur nos forces armées. Le changement climatique et la compétition stratégique sont une menace au peuple de l'Arctique et ça exige des améliorations de l'infrastructure et des réponses. Nous devons aussi être préparés à réagir aux menaces qui passent par l'Arctique, par exemple les missiles et leurs plateformes de lancement, et grâce aux nouvelles technologies déployées par nos adversaires de très loin. Notre réponse doit être, entre autres, de développer notre conscientisation dans le domaine, y compris à travers des initiatives financées par nos politiques de défense. Et comme on l'a annoncé au mois de juin, la modernisation de... Réagir efficacement aux menaces provenant de l'Arctique lui-même. Plus il y a d'activités dans le nord, plus les risques d'accidents liés au terrain dangereux et au climat extrême sont élevés. Ça veut dire davantage de capacités de sauvetage à travers une modernisation de NORAD et une amélioration des ressources des forces armées, y compris dans le soutien à SAR. Ce climat et ce territoire rend le Canada du Nord un des endroits les plus difficiles pour les opérations militaires. Cela représente 4/5 du territoire du Canada. Et pour notre marine, cela contient 75 de nos côtes. C'est la région pour laquelle dont nous sommes responsables, 25 de l'Arctique mondial. Seule la Russie en a plus. Et cette partie du Canada contient moins de la moitié de 1 de notre population au Canada. Maintenant, pour utiliser une analogie, ce serait la même que de répartir la population de la ville de Kingston ici à travers l'Europe. Ça vous donne une idée. Et l'infrastructure pour soutenir les opérations est répartie de façon aussi ténue. Ce que nous ne pouvons pas construire, nous devons l'apporter. Donc, pour travailler là-bas, cela demande une bonne chaîne d'approvisionnement, des capacités d'autosuffisance et une surabondance de planification. C'est dans notre pays, mais chaque déploiement là-bas est considéré comme un déploiement stratégique. Les conditions extrêmes peuvent nuire aux capacités de communication. Et un autre défi compte tenu de la conscientisation de sa position et la capacité de communication sont très importants. Donc, dans cet environnement complexe et difficile, nous avons un rôle multiple avec les différents éléments qui vont appuyer notre mission globale de maintenir la souveraineté de l'Arctique et maintenir la santé et la sécurité des Canadiens. Nous devons être une présence visible dans le Nord et soutenue. Nous devons maintenir une conscientisation du domaine. Nous devions être fermes pour appuyer nos partenaires et en particulier à NORAD et l'OTAN. Nous devons appuyer nos partenaires domestiques, travaillant avec la garde côtière, la GRC et les partenaires provinciaux et territoriaux dans les efforts de sauvetage et contribuer une approche intégrée pour appuyer les communautés dans le Nord et faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones qui y ont vécu depuis des générations. Pour y parvenir, nous avons environ 300 membres assignés à la Force du Nord, surtout à Yellowknife, avec certains basés à Iqaluit et Whitehorse. Environ 1800 Rangers canadiens du One Canadian Ranger Patrol Group vivent dans les communautés dans la région. Et depuis 2013, nous avons maintenu
un centre de formation des Forces armées canadiennes à Resolute Bay pour que les gens soient prêts à fonctionner dans ces conditions arctiques. L'escadron 440 de Yellowknife fournit du transport et du sauvetage avec leurs appareils Twin Otter. Nos forces aériennes, en collaboration avec NORAD, avec des 100 sites d'opération à Yellowknife et Iqaluit, vont étendre notre portée dans le nord. Et la station Alert, à moins de 800 km du pôle Nord, obtient des informations de signaux. Donc, ce n'est pas une grande empreinte, loin de là, pour cette région aussi vaste du Nord canadien. Donc, pour appuyer leurs efforts, nous utilisons des ressources positives dans le sud. Les premiers 3 de 6 navires pour la surveillance côtière ont été livrés et ils améliorent nos capacités dans le Nord, comme on l'a vu l'été dernier. Et la capacité de travailler dans les eaux du Nord va être amplifiée par le navire civique quand il va être mis en ligne. Les groupes de réponse de l'Arctique avec des capacités développées depuis des années. Si vous ne les avez pas vus en opération, vous seriez impressionnés. Ils sont pris de nos réserves et ils sont pris à appuyer nos opérations à brève échéance. Les opérations de sauvetage dans le Nord sont soutenues par des centres d'opération à Trenton, Halifax et Victoria. Et les radars sont opérés par la 22e aile à North Bay. Le signe le plus évident de notre présence et les capacités dans le Nord, c'est l'opération Nanook, notre exercice ou notre série d'exercices militaires du Nord. D'opération dans l'Arctique, notre dévouement à la sécurité dans l'Arctique et notre présence en général au nord de 60e parallèle. Cette opération démontre notre capacité à déployer nos forces armées dans le nord et les y maintenir en puissance. Maintenant, les avantages pratiques pour nos membres sont tout aussi importants. Les pilotes ont de l'expérience à voler dans des conditions difficiles. Les plongeurs travaillent sous la glace. Les forces terrestres font des exercices de leur capacité de survie. Dans l'opération Nanouche, renforce nos capacités et notre préparation pour les opérations du Nord, améliore notre connaissance du domaine et nous donne une présence visible et identifie des points à améliorer. Nous travaillons avec des chercheurs en défense qui comprennent l'environnement et qui développent des façons pour nous d'améliorer notre efficacité. Nous travaillons avec nos partenaires dans les gouvernements locaux et nous travaillons avec des alliés pour améliorer notre interopérabilité avec d'autres forces militaires. Nous invitons tous les alliés à se joindre à nous et il y a de plus en plus d'intérêt de leur part. Malgré tous les actifs en place pour défendre le Nord, et le sud du Canada de menaces venant à travers le Nord ne sont pas suffisants. Je l'ai déjà dit, mais notre souveraineté dans l'Arctique n'est pas menacée aujourd'hui. Elle ne sera pas menacée demain ni l'année prochaine. Mais compte tenu du portrait géopolitique et les effets des changements politiques et notre faible population dans cette région, nous pourrions trouver que notre emprise sur la souveraineté pourrait devenir ténue. Donc, la sécurité et la stabilité à long terme de l'Arctique exigent que nous ayons un point de vue à long terme. Pour développer des capacités, des actifs et établir des infrastructures, tout cela prend du temps. Nous devons travailler pour s'assurer que ces capacités soient en place afin qu'elles soient prêtes lorsque nous en aurons besoin dans les décennies à venir. Ça me rappelle un dicton. Si vous voulez faire pousser un arbre ou si vous voulez un arbre mature dans votre cour, le meilleur temps de le planter, c'était il y a 20 ans. Et le meilleur deuxième choix, c'est maintenant. Donc, la souveraineté de l'Arctique et la sécurité du Canada sont importants dans nos politiques de défense et demeurent une préoccupation critique lorsqu'on continue à mettre à jour cette politique. Compte tenu de la rapidité de changement du monde dans les 5 ans depuis que le gouvernement a lancé ce programme et que le budget 2022 a voulu investir dans la modernisation de NORAD, de même que de réviser le programme pour mieux refléter la défense actuelle et le climat de sécurité. L'objectif du Canada demeure fort chez soi, une Amérique du Nord sécurisée
et son engagement dans le monde. Et ça n'a pas changé et on pourrait dire que ça demeure inchangé depuis la Deuxième Guerre mondiale. La façon d'atteindre ces objectifs doit être adaptée, par contre, à ces réalités persistantes ou ces réalités actuelles plutôt. Et nous faisons une priorité d'aller de l'avant avec la modernisation de NORAD. Le budget fédéral demande encore plus de présence, capacité et de connaissance du domaine dans l'Arctique, ce qui fait écho à notre cadre politique pour l'Arctique. Nous ne pouvons plus compter sur notre isolement géographique pour assurer notre défense. Alors que les technologies en matière d'armement et les menaces existentielles pour l'ordre international fondent des règles évoluent rapidement. Oui. Notre capacité de se défendre des menaces dans l'Arctique est très importante pour NORAD. Et nous ne pouvons pas distinguer nos intérêts de défense dans l'Arctique de la modernisation de NORAD. Au début, NORAD devait défendre l'Amérique du Nord contre la menace des bombardiers soviétiques qui devaient pénétrer notre espace aérien pour nous bombarder. Et plus tard, cela a inclus la défense contre les missiles de croisière russes ou les missiles russes en général. Nos investissements en défense continentale ont diminué avec la fin essentiellement de la guerre froide. Mais la Russie a investi significativement dans l'aviation de longue portée et la capacité de ces missiles de croisière. Et ils ont les capacités de menacer le Canada dans d'autres domaines. Sa flotte de sous-marins est sophistiquée et a des armes préoccupantes. Dans le domaine cybernétique, la Russie est un des grands agitateurs mondiaux capables de menacer nos infrastructures et notre économie. Et la Russie a fait la démonstration de comportements irresponsables dans l'espace. Par exemple, un test destructeur anti-satellite l'automne dernier qui a créé des déchets spatiaux et qui a pollué cet environnement pendant des décennies et même des générations à venir. Et l'Arctique étant une avenue potentielle pour une attaque sur l'Amérique du Nord, il est essentiel pour nous de travailler encore plus fort pour améliorer notre infrastructure, notre surveillance et notre capacité de réponse rapide en Arctique. Donc, le Canada et les États-Unis ont accepté de travailler ensemble pour moderniser NORAD. Le plan actuel demande des améliorations de commande et de contrôle avec des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour mieux interpréter et analyser les données entrantes de façon efficace. Ça va améliorer notre conscience spatiale aérienne avec une nouvelle génération de radars au-delà de l'horizon et va améliorer nos plateformes de communication satellitaire telles que mentionnées dans notre plateforme. Cela inclut du financement pour améliorer les zones de fonctionnement de NORAD et améliorer le ravitaillement aérien. Tout ceci va s'appuyer sur du travail en cours à travers le SSA, y compris les navires de pétrole et de nouveaux avions et des drones et des améliorations à la formation et l'efficacité des Rangers canadiens. Maintenant, malgré tout, nous sommes loin d'où nous devons en être pour notre sécurité dans l'Arctique. Le grand défi de la défense continentale dans ces moments de changement accéléré exige que nous améliorons nos capacités dans tous les domaines. En mer, nous devons continuer à développer notre conscientisation de domaine avec de nouvelles capacités de surveillance sous-marine et aussi d'améliorer notre propre flotte de sous-marins. En espace, nous devons avoir accès à des satellites polaires à bande passante élevée pour améliorer nos capacités de communication et pour améliorer notre portée, notre efficacité opérationnelle. Et du côté cybernétique, nous devons investir dans la capacité de défendre nos réseaux et de contre-attaquer aux besoins. Et sur Terre, nous devons amplifier notre capacité à déployer stratégiquement le plus loin possible sur notre territoire et développer des capacités de soutien opérationnel pour avoir une présence persistante dans le Nord en déployant des capacités du Sud. Le fait que nous ayons une capacité et qu'on l'applique de façon régulière aux extrémités de notre nation envoie un message et change les calculs de nos adversaires. Maintenant, c'est loin d'une liste complète, mais c'est une indication de tout ce qui demeure à faire. Pour défendre le Nord et les intérêts du Canada en général, nous devons mieux comprendre ce qui se passe dans le Nord. Pour ce faire, nous devons
faire un suivi efficace, ce qui veut dire une plus grande présence à la fois physiquement et technologiquement dans tous les domaines. Nous devons aussi développer une meilleure résilience pour mieux réagir aux désastres naturels et pour s'adapter aux changements climatiques. Nous devons continuer à renforcer notre relation avec nos alliés et nos partenaires, à la fois officiellement à travers le Forum des chefs de défense de l'Arctique et l'opération Nanook, à travers des communications claires et constantes avec les autres nations arctiques et les nations avec des intérêts dans l'Arctique, dans l'environnement est en évolution de la sécurité. La transparence et la communication sont essentielles. Nous devons faire tout notre possible pour réduire les tensions dans cette région. Nous devons aussi travailler de près avec les partenaires domestiques, y compris les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones. La modernisation est une occasion de contacter ces communautés pour faire avancer la réconciliation à travers l'engagement et la collaboration. Mais ça ne peut pas et ne doit pas être une fin en soi, parce que les améliorations à la sécurité du Nord et l'infrastructure du Nord profitent à nous tous. En conclusion, les Canadiens sont un peuple nordique. L'Arctique fait partie de notre identité, de notre caractère national. En défendant sa stabilité, sa sécurité et sa souveraineté, c'est plus difficile que jamais. C'est un élément clé de la lutte pour préserver l'ordre international basé sur des règles, beaucoup plus que jamais depuis la fin de la guerre froide. Le changement climatique change pour toujours l'environnement du Grand Nord. Ça change des intérêts, des activités qui n'étaient pas pensées possibles auparavant. Les progrès technologiques ont éliminé les avantages stratégiques créés par son étendue. La reformulation des frontières de l'OTAN ont un grand effet sur la géopolitique nordique. Nous devons affronter ces défis et nous allons le faire en se basant sur des investissements stratégiques, sur des collaborations, sur la modernisation également, et sur la compétence, la passion et la détermination des fiers membres des forces armées tous les jours. Merci beaucoup, Miigwech. Thank you, et je suis impatient d'entendre vos questions. Le général Air a accepté gracieusement de répondre à vos questions. Alors, je vous cède la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Vous avez parlé de... Je m'attache à votre vision à long terme. Comment persuader ou comment montrer aux dirigeants quelle est la planification à long terme? C'est si difficile plutôt que de réagir de façon ponctuelle aux crises. Comment mieux communiquer cette nécessité d'avoir une vision, une planification à long terme? Merci, c'est quelque chose que nous trouvons difficile et nous n'avons pas de réponse parce que les gens ont du mal à concentrer leur attention et aussi chacun s'attache à l'immédiat. Il faut dire voici les tendances, voici les capacités requises, les investissements requis pour affronter ces menaces. C'est une démarche de sensibilisation. Il faut se baser sur la logique, sur les faits et sur les prévisions concernant notre environnement sécuritaire de façon claire. Est-ce que notre souveraineté vaut-elle la peine d'être défendue? Si oui, voici comment le faire. Est-ce qu'on peut apporter un micro? Madeleine Wanford de Iqaluit au Nunavut. Depuis 2 jours, on s'est concentré sur l'intérêt de mettre en place des investissements et des infrastructures, pas seulement dans l'intérêt de la souveraineté et de la sécurité, mais aussi pour le bénéfice de nos collectivités. Nos infrastructures de transport et de télécommunications sont dans un état critique. Les pistes d'atterrissage sont trop courtes, sont en mauvais état. Il y a des problèmes d'eau partout.
tant sur le plan de la quantité d'eau potable ou même sur la qualité. La liste est interminable. Et dans les échanges que nous avons eus avec les militaires depuis 2 jours, ce qu'on a entendu, c'est que les investissements ne peuvent pas se limiter aux intérêts de la défense. Ils doivent répondre à des intérêts multiples et à des fins multiples. Et je n'en ai pas beaucoup entendu parler dans votre discours. Je crois qu'on pourrait dire que c'était sous-entendu, mais je vous recommandais de formuler ce message de façon énergique parce que le message doit circuler entre les ministères fédéraux, le ministère de l'Environnement et ainsi de suite. Tous les ministères doivent comprendre que ces investissements qu'ils font aujourd'hui ne sont pas nécessairement les plus stratégiques ou les plus intelligents pour nos collectivités et pas plus pour notre défense. J'en prends note et nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Je crois que tout le monde doit sortir gagnant de ces investissements dans ces infrastructures. Leur utilisation doit servir à toutes sortes de fins. On parle notamment de noyaux de soutien opérationnel où on installe des aménagements, des infrastructures pour les pistes aériennes, des systèmes d'adduction d'eau qui créent des possibilités économiques, notamment du point de vue des communications, par exemple l'accès à les bandes passantes larges, des emplois plus qualifiés pour entretenir ces installations. Il y a donc toutes sortes de possibilités, mais cela doit se faire en collaboration avec les collectivités locales et dans l'intérêt des 2 parties. Suivant. Général, je suis presque gêné de vous poser la question, mais je vais le faire. Je m'appelle Bob Lavigne. C'est un excellent point de départ. Le jour de Noël en 2014, j'étais à la table de Kim Roth et avec Jerry Butts et M. Rubble. Et nous avons reformulé votre politique pour les anciens combattants. Et au cours de cette conférence, j'ai porté une oreille attentive et les militaires ont parlé avec fierté des capacités des Rangers canadiens et en même temps, j'ai entendu qu'ils sont absolument sous-payés pour leur travail, alors qu'ils sont une des fondations de notre souveraineté dans le Nord. J'aimerais donc savoir ce que vous attendez de nous, de moi, des élus comme moi, comme moyen pour améliorer leur situation, parce que nous avons appris aujourd'hui, et bon, on en a parlé hier aussi, que leur rémunération représente l'équivalent d'un pain et d'une tête de chou-fleur, un salaire horaire. J'aimerais bien que ce soit corrigé. Concernant les Rangers, pour améliorer leur situation, il y a 1 an, 1 an et demi, il y a 2 ans, en fait, on a mis en place un programme d'amélioration des Rangers qui est administré par l'armée et qui met l'accent sur l'amélioration des conditions. D'abord, on a mis en place plusieurs politiques, administration, rémunération, ce qu'on leur donne pour utiliser leur équipement, leur VTT, leur motoneige, pour être sûr qu'ils aient un montant équivalent à la valeur marchande pour remplacer ces véhicules en cas de problème. Mais il faut aller plus loin, il faut examiner le rôle, les tâches et les missions qu'exécutent actuellement les Rangers. Ils sont nos yeux, nos oreilles et nos guides aux confins de notre pays à mesure que la situation va changer. Est-ce que ces rôles vont changer au cours de la pandémie? On l'a vu, ils sont intervenus. Comment les soutenir quand ils font de la recherche et du sauvetage et qu'ils rencontrent des traces de grizzly? Comment les supporter sur le plan médical quand il y a des rencontres avec des animaux sauvages? La formation aussi,
On partait de l'hypothèse que les Rangers utilisaient leur expérience et n'avaient pas besoin de formation. À mesure que la société change, cette hypothèse doit être remise en question et on doit leur fournir de la formation. Donc, il y a toutes sortes d'aspects du programme des Rangers qui font actuellement l'objet d'une révision. Merci. Bonjour, Scott Clancy, ex-militaire. J'ai une question basée sur notre expérience commune au sujet des théâtres d'opération internes ou externes. Mais on ne parle pas de balade en forêt à Cold Lake. Mais on ne s'est pas perdu. Non, 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 mais on s'est dit, voilà pourquoi on est des soldats. Vous avez dit que les bases de notre politique de défense n'ont pas changé. Il faut défendre le Canada et les États-Unis. Mais vous et moi, nous avons aussi été témoins, et c'est le cas aux États-Unis. On se déploie dans des corps expéditionnaires. C'est comme ça pour l'armée, c'est comme ça pour l'aviation. Donc, la question que j'aimerais vous poser, si l'Arctique est aussi important qu'on semble l'entendre pour les Autochtones, est-ce que la future politique de défense là, que vous êtes en train de réviser apportera des changements aux principes de préparation pour mettre l'accent sur la défense de l'Amérique du Nord et de l'Arctique? Eh bien, ce dont vous parlez, c'est de notre culture stratégique. Depuis la Première Guerre mondiale, on a eu un état d'esprit expéditionnaire. Et en tout cas, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est porté volontaire pour aller à l'étranger et pour intervenir sur des théâtres étrangers. C'est inhabituel quand on regarde des armées du reste du monde qui, pour la plupart, se concentrent sur la défense de leur propre territoire. Et ça montre les avantages de notre splendide isolation, comme on l'a changé, comme on l'a appelé. Mais cette perspective doit changer. Les gens qui rentrent dans l'armée vont passer de plus en plus de temps sur le continent nord-américain, de plus en plus de temps dans le nord, de plus en plus de temps à réagir aux menaces à notre souveraineté. Ça, c'est ce qui attend les soldats de l'avenir. Ça ne veut pas dire que le reste du monde va disparaître. Il faut continuer à contribuer à la sécurité mondiale, à assumer notre rôle dans le monde, mais il faudra se concentrer davantage sur le théâtre intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de révision des politiques de défense? Eh bien, c'est une question de renforcer les capacités des structures, des infrastructures et aussi du personnel posté dans différentes régions du Canada. Suivant. Richard Vines, armée britannique, général, dans le contexte de la reconstitution et de la priorisation de la formation individuelle par rapport à la formation collective. Quel rôle pourrait jouer l'OTAN pour soutenir le Canada et pour profiter du savoir-faire canadien? Autre question intéressante, il faut continuer à travailler avec nos partenaires de l'OTAN pour partager les leçons tirées d'expérience, à faire des exercices communs, faire de la formation commune. Vous étiez présent lors de la réunion des agents de liaison il y a 2 semaines. J'ai dit à ce moment-là que l'un des grands avantages de ces rencontres c'est le réseautage en faisant davantage d'exercices ensemble, en apprenant à se connaître dans ces exercices en région éloignée. On crée des liens plus forts, c'est ça le plus important. C'est vrai qu'on a priorisé la formation individuelle, ça ne veut pas dire que la formation collective va disparaître. Il faut maintenir un certain niveau de formation collective pour être sûr que les compétences de base ne s'atrophient pas et deuxièmement, qu'on est prêt pour les affectations de l'OTAN. Il s'agit de savoir
quel sera le niveau de risque. C'est vrai qu'on va réduire une partie de la formation collective, mais elle ne va pas disparaître et ce n'est pas coupé au couteau. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Merci. Andrea Schramm de l'Université de Manitoba. Je me rappelle que dans le passé, on s'inquiétait du fait que les forces armées canadiennes ne seraient pas un chef de file dans l'Arctique, mais un organisme de soutien. Ça change peut-être de la concurrence stratégique, mais je me demande quel genre d'échange vous avez avec vos homologues civils pour qu'ils considèrent, eux, l'Arctique comme une situation, comme une région aussi prioritaire que nous et qu'ils assument la plus grande part des responsabilités du côté du développement des infrastructures. Eh bien, d'autres ministères commencent à s'intéresser à l'Arctique eux aussi. La grande majorité de nos opérations là-bas doivent être collaboratives par définition. Donc, pour nous, on voit de l'intérêt pour l'opération Nanook avec la garde côtière, la sécurité publique. D'autres ministères doivent rester associés à ces travaux. Donc, ça va continuer d'évoluer et en développant notre niveau d'activité et nos infrastructures dans le Grand Nord, nous devons le faire en collaboration avec d'autres ministères et organismes. C'est essentiel. Merci. Dans le fond, s'il vous plaît. Bon après-midi, Général Will Greaves de l'Université de Victoria. Pour revenir à ce qu'a dit le professeur Sharon et à votre réponse, vous avez parlé de forts surengagés, vous avez parlé de la stratégie. On a plusieurs documents concernant l'Arctique publiés sous le présent gouvernement et les précédents, mais ce qu'on n'a pas eu depuis longtemps, c'est un examen complet de la politique de défense. Vu l'importance de la collaboration interministérielle dont vous venez de parler, est-ce que ces documents peuvent rester cohérents s'ils ne sont pas intégrés au sein d'une politique? Vous posez une question pour me mettre dans l'eau chaude, hein? Bon, oui, c'est une observation assez répandue et c'est une difficulté à laquelle nous faisons face en essayant de déterminer si nous nous concentrons sur la situation ailleurs dans le monde ou sur la situation au Canada. Mais je n'irai pas plus loin, c'est un défi partagé. D'accord, je vous comprends. Dernière question maintenant. Est-ce que c'est terminé? Ben, j'ai l'impression que oui. Alors, il me reste à vous demander à tous de remercier le général Hare pour ses commentaires et pour ses réponses à nos questions. Merci encore une fois, Général, et merci pour tout votre soutien. Nous allons prendre une pause de 5 minutes, ce qui nous permettra de poursuivre avec les commentaires finaux de la brigadière générale Janine Burkhead. Et ensuite, on aura quelques petites observations administratives à vous communiquer. Ça a été des journées passionnantes à parler d'un sujet très important, de journées très riches qui nous ont permis de cerner des défis et les occasions. Alors, on a fait beaucoup de chemin, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Vous vous rappelez peut-être qu'au début, j'ai dit que l'Arctique n'était pas facile à vendre aux contribuables, aux entreprises et aux politiciens. Et Joe Hyder a donné un point de vue au sujet des intérêts concurrents qui empêchent les gens de comprendre la proposition de valeur. Monsieur Hyder
a annoncé certains des thèmes qui ont été repris par la suite, la nécessité de dialoguer avec la population autochtone. La consultation ne suffit pas. Le manque d'infrastructures, le climat qui est un grand défi. Le général Eyre l'a aussi souligné. Qu'est-ce qu'il a dit au début? La question du climat, la nécessité d'avoir de bonnes communications. Il faut regarder les publics cibles, les collectivités, les législateurs, les impératifs économiques. Quel est l'intérêt pour chacun, l'intérêt pour le Canada, quel est l'intérêt pour les Américains, pour les Autochtones et le rôle que chacun doit jouer. Ensuite, on a eu 6 panels remarquables. On a parlé de questions cruciales. D'abord, les défis de sécurité internationale dans le Nord. Et ce panel a mis l'accent sur les peuples autochtones. Nous savons maintenant que le respect de la sécurité humaine et de la sécurité économique est inséparable de la sécurité internationale. Je l'ai dit au début et ça reste, cela confirmé. Le premier panel a fait comprendre que l'Arctique est une responsabilité partagée. Le docteur Morton nous a rappelé la présence des peuples autochtones et leur rôle crucial dans l'avenir. Il faut se rappeler aussi de la souveraineté tribale dans toutes nos opérations dans la région. Ce sont les Autochtones qui sont la clé du succès dans le Nord et la fragmentation de l'Arctique n'est plus à venir, c'est réglé. Comment faire face à cette complexité? Dans le panel numéro 2, les grandes puissances et dans le Grand Nord, la concurrence des grandes puissances, les États-Unis ont récemment démontré sa volonté de se concentrer dans l'Arctique avec l'établissement du nouveau centre d'études, Ted Stevens pour la sécurité dans l'Arctique. On a entendu parler certains des employés de ce centre pour promouvoir la sensibilisation au Nord, pour renforcer l'ordre mondial basé sur des règles dans le Nord. Et aussi, on a parlé de l'effet des changements climatiques. C'est beaucoup. Ils viennent d'ouvrir et on est impatient de voir la suite des choses. Les panélistes ont parlé du pouvoir intelligent, de la coopération en matière de sécurité, que l'engagement bilatéral était des solutions d'avenir face à cette concurrence. Ensuite, on s'est rendu compte que la Chine a pris une position dans l'Arctique. Qu'est-ce que cela va vouloir dire? Quelle sera son influence? Il suffit de penser aux eaux internationales et on va comprendre ce que la Chine fait là-bas. La collaboration avec la Chine dans l'Arctique peut être avantageuse. Ça reste à voir, mais c'était un point à surveiller. Ensuite, on nous rappelle que la Chine utilise la science comme moyen de promouvoir ses intérêts dans la région. Et y a-t-il une dichotomie entre la guerre et la paix ou est-ce qu'il y a un spectre continu qu'il faut prendre en ligne de compte? Et quel est l'organisme le mieux placé pour se pencher sur ce spectre de possibilités? Est-ce qu'il faut se tourner vers l'avenir ou penser aux erreurs du passé? Le panel 3 a parlé des capacités de défense dans le nord du Canada et dans l'Arctique. Il faut penser à l'Arctique. D'habitude, on pense au NORAD, à la collaboration bilatérale entre les États-Unis et le Canada. C'est un modèle établi depuis 60 ans et pourtant, cette longévité ne doit pas exclure une révision. Et on peut au moins se réjouir que les membres du panel aient parlé du NORAD et le général Eyre a rappelé l'importance. Ensuite, on a parlé des problèmes complexes quand on les regarde de loin, quand on discute de NORAD. Le Dr. Sharon a parlé des préoccupations de sécurité humaine et leur urgence, et ensuite les liens à établir entre les différents commandements nordiques. Ce ne sont pas des lacunes, mais ce sont des articulations à préciser, de la coordination des exercices au partage de l'information. Il y a du pain sur la planche. En tant que membre du Conseil de l'Arctique, les États-Unis se présentent comme un pays du Nord, mais pour cela, il faut que ces forces armées soient prêtes à mener des opérations dans le Grand Nord.
et d'avoir préparé une stratégie à cet effet. On a demandé qu'est-ce que ça veut dire des hommes sur le terrain ou non. Les positions ont alterné. Il faut vraiment réfléchir sérieusement à ce que ça veut dire d'avoir des hommes sur le terrain, combien. Le colonel Clark a parlé de l'élaboration d'une stratégie arctique et des jeux de guerre dans l'Arctique pour tester des concepts. Du point de vue opérationnel, les défis sont immenses et les réponses restent à venir. Des, euh, des bactéries qui vont ressortir du permafrost et aussi des blessures causées par le gel. Les défis sont immenses. Il faut se concentrer également sur les opérations et les tactiques. On a parlé du développement des capacités qui exigent une coordination entre les civils et les militaires. Il faut offrir des services pour préparer l'état de préparation. Il faut envisager des questions de coordination et aussi l'interopérabilité qui est une question clé. Le quatrième panel s'est penché sur la diplomatie, sur les possibilités de coopération internationale. Ce panel a offert de nouvelles perspectives sur les questions régionales. La guerre en Ukraine a aussi un effet sur le Conseil de l'Arctique qui a suspendu ses opérations. Les peuples autochtones les plus touchés par cette décision n'ont pas été consultés. On a parlé des questions multilatérales qui concernent les peuples autochtones, ce que ça signifie euh, dans la guerre froide entre la Russie et l'Ouest et dans la guerre chaude en Ukraine. Les études démontrent que les Autochtones sont prêts à entreprendre une diplomatie énergétique. Ils en sont à deux doigts. Ça coûte cher, mais le coût à notre sécurité et la protection de notre mode de vie coûterait encore plus cher. On l'a vu en Afrique, on l'a vu autour du monde, là où il y a des ressources et des minéraux abondants, eh bien, on risque de reprendre les erreurs du passé. On a vu des points d'action comme le câble intelligent, la modernisation de NORAD et le plan d'action en sécurité. Ce sont toutes des choses qui sont bien en avance et que l'on devrait surveiller. On devrait se regarder et se demander, êtes-vous mon partenaire d'imputabilité ici et voyons où on peut aller. Et ensuite, le panel 5 sur la sécurité conjointe. La plupart des conférenciers ont parlé du niveau opérationnel. Un niveau, un panel a regardé le niveau tactique. On est allé au-delà des missiles de NORAD et voir comment on peut déployer nos forces sur le terrain. Et on est d'accord que c'est un panel difficile, il faut continuer à l'étudier. Le US Marine Corps a parlé de déploiement dans le flanc nord en Europe. Il y a des leçons à apprendre. Et malgré la force des unités présentes, il n'y a rien de pire que de travailler dans l'Arctique. Et on a entendu parler d'opérer dans cet environnement par le colonel de Souza et les défis là. Et c'est une bonne idée de citer une membre de notre panel. Elle a dit rien sur nous, de nous, et rien sans nous, et rien qui ne nous affecte sans nous. Et ça, c'est un point clé. Et tout ce que j'ai mentionné plus tôt, le nous étant les peuples autochtones. Et le panel 6, les stratégies pour l'avenir, notre dernier panel, regardez l'avenir des États-Unis, du Canada et des alliés de l'OTAN et comment planifier la stratégie de l'Arctique à l'avenir. Et ils ont unifié le tout. Je dirais que le général Eyre a bien intégré en parlant des complexités du changement climatique et que devons-nous faire à nouveau, le déploiement de forces sur le terrain et la menace venant de la mer et des missiles. Il y a quelque chose à retenir de son discours. Le Canada doit satisfaire ses engagements internationaux. Le Canada doit se réconcilier avec les peuples autochtones et le Canada doit maintenir sa présence de façon persistante.
Donc, ce sont des messages à tirer de sa présentation. Je veux remercier nos partenaires, le Centre de formation et de doctrine de l'Armée canadienne, le Centre de formation de l'OTAN et le Centre sur la politique de défense de Queens. C'est non seulement un partenaire important, mais un hôte récurrent et je me suis bien amusé. J'aimerais aussi remercier le Dr. Howard Combe, Brian Houtman et le stagiaire Oliver Degg pour tout leur travail pour réaliser cet événement et on doit une dette à Maureen Bartram, la force dernière le trône. Merci. Donc, sans elle, cette conférence n'aurait pas eu lieu et elle a répondu à tous mes courriels. Et finalement, j'aimerais remercier la Dr. Stephanie Van Laake pour son aide et son leadership depuis quelques années. Ça va être difficile de la voir nous quitter vers d'autres cieux, mais on accueille le Dr. Segal comme nouveau directeur. Le consortium Kingston sur la sécurité nationale, l'Institut des études stratégiques, le Centre pour la politique de défense internationale de Queen et vous tous avez modélisé le dialogue national et avez appuyé la coordination canadienne-américaine par rapport à l'article et les questions de stratégique nationale. On a utilisé les derniers jours pour donner le ton et remettre en question les hypothèses, explorer des attentes avec ce cadre étendu. Encore une fois, je vous mets au défi. Tout le travail mentionné ici est très important. Par contre, si on ne profite pas de ces occasions pour régler nos embûches ou pour ne pas agir, eh bien, honte sur nous. Nous ne devrions pas rester isolés, mais travailler ensemble pour s'assurer que tout ce dont on a parlé aujourd'hui soit réglé pour avoir de la sécurité dans le Grand Nord. Et je vous en remercie. Merci, Madame. C'est une belle conclusion. Comme je l'ai mentionné, j'ai des règles d'intendance pour finir. D'abord et avant tout, le contenu qui sera rendu disponible par les conférenciers va être affiché sur le site Cassis dans quelques jours. Comme le Dr Lynch l'a mentionné pendant son atelier, il y aura aussi un sommaire exécutif d'ici quelques jours ou semaines. Par la suite, un rapport sur la conférence et le volume de la version 2022. Et à l'intérieur, il y aura d'autres acteurs publiés basés sur les discussions qui ont eu lieu depuis 2 jours. Tout cela pourra se trouver à thekcis.org. Comme je l'ai mentionné ce matin, il y aura aussi un sondage qui sera envoyé à tous les participants. On a bien hâte d'avoir vos commentaires afin d'améliorer ce qui est déjà une conférence fantastique. Bon, pour ce qui est de CASIS 2023, les dates, les sujets sont à confirmer compte tenu de la nature très évolutive situation devant nous, mais restez à l'écoute en visitant thecases.org, comme je l'ai déjà mentionné, de même que Cassis, mot-clic 23. Donc, visitez cet espace pour voir la contribution, étant donné que ce sont les participants, les animateurs et les conférenciers, vous sur place et en ligne, qui en fait une conférence encore plus profonde. Donc, ceci met fin à CASIS 2022. Bon retour à tout le monde et merci à tout le monde d'en avoir fait un événement réussi.